La pluie de novembre n'efface pas les fantômes. Non, elle leur donne une meilleure prise sur les vivants. Ce soir-là, à Paris, elle tombait en rideau froid et obstiné, une litanie liquide qui noyait les bruits de la ville sous un chuintement incessant. Les phares des voitures éclataient sur l'asphalte noir, transformant les boulevards en fleuves de lumière tremblante. À l'abri précaire d'un store rouge délavé, Arthur de Valois, titan de la finance européenne, sentait une fureur froide monter en lui. Une manifestation impromptue bloquait le quartier de l'Opéra. Et son chauffeur, malgré ses excuses répétées au téléphone, était aussi impuissant que lui. Coincé, lui, dont la journée se mesurait en millions d'euros gagnés ou perdus, dont le temps était une denrée plus précieuse que l'or, était réduit à l'immobilité par une poignée de mécontents. Il raccrocha brutalement et balaya les alentours d'un regard chargé de mépris. Imaginez la scène, un homme habitué à plier le monde à sa volonté, soudainement mis en échec par un simple embouteillage. Ses yeux d'un bleu glacial se posèrent sur le seul refuge possible, un petit café, dont l'enseigne manuscrite semblait une provocation à sa propre humeur. L'endroit exudait une modestie qui frisait la pauvreté. Poussé par la pluie qui commençait à s'infiltrer à travers son manteau à 5 000 €, il franchit le seuil. L'air à l'intérieur fut une caresse inattendue. Il sentait le café fraîchement moulu, le bois humide et une forme de quiétude presque tangible, un silence respectueux que le monde d'Arthur, fait de sonneries stridentes et de négociations agressives, avait banni depuis longtemps. Avant de plonger au cœur de ce destin hors du commun, permettez-moi une promesse. Si vous aimez les récits qui explorent les méandres de l'âme humaine et les surprises que la vie nous réserve, qui nous rappellent que le hasard n'est peut-être pas qu'une logique que nous ne comprenons encore pas, alors restez avec nous. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires qui redonnent foi en l'humanité. Arthur choisit une table dans le coin le plus sombre, comme pour se protéger de la convivialité ambiante. Il posa son attache-caisse en cuir avec un bruit sec. Son costume sur mesure, d'un gris anthracite parfait, semblait un uniforme d'une autre galaxie au milieu du mobilier simple, des chaises dépareillées et des tables en bois marquées par des décennies de conversation et de tasses posées. Il était un homme dans une cinquantaine, le visage taillé à la serpe par le pouvoir et le manque de sommeil. Ses cheveux d'un argent impeccable encadraient des yeux qui ne voyaient le monde qu'en termes d'actifs, de passifs, d'opportunités. Une serveuse s'approcha, un carnet à la main. Elle devait avoir une trentaine d'années, un visage doux, mais pas mièvre, encadré par des cheveux bruns rassemblés en un chignon simple, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. Il y avait dans sa posture une dignité tranquille, une absence de servilité qui détonnait avec les subalternes qu'Arthur côtoyait. « Bonsoir monsieur, que puis-je vous servir ?» Sa voix était calme, posée, sans l'empressement fin qu'il détestait. « Un expresso, serré et rapide. » Lança-t-il sans la regarder, ses doigts tapotant déjà avec une impatience contenue sur l'écran de son smartphone, parcourant les indices boursiers de Tokyo. Elle revint quelques instants plus tard, se déplaçant avec une grâce efficace entre les tables. En posant la tasse fumante, son regard fut involontairement attiré par la main d'Arthur posée à plat sur le bois sombre, ou plus précisément par la bague massive qu'il portait à l'annulaire droit. Une chevalière en or lourd, massive, presque arrogante, sertie d'un onyx noir profond. Gravé dans la pierre, un blason d'une complexité rare, un faucon aux ailes fièrement déployées, surplombant un chêne aux racines puissantes et visibles. Le souffle de Léa Martin se bloqua dans sa gorge. Le monde s'arrêta. Le bruit de la pluie, les murmures des autres clients, tout s'effaça. Il n'y avait plus que cette bague, cet emblème tout droit sorti des histoires que sa grand-mère lui racontait au coin du feu. Le plateau qu'elle tenait trembla si violemment qu'une cuillère glissa avec un léger cliquetis. Elle resta figée, les yeux rivés sur l'anneau, son propre monde basculant en une fraction de seconde. Arthur, tiré de sa contemplation numérique par ce silence et ce bruit incongrus, leva enfin les yeux. Un problème ? Sa voix était une lame de glace. Léa déglutit. Les mots se bousculaient dans sa tête. Ne dis rien, c'est absurde, c'est une coïncidence. Mais l'image était trop puissante, trop ancrée dans son identité secrète. Excusez-moi, monsieur, vraiment, c'est juste que... Cette bague... Quoi, cette bague ? Le ton d'Arthur était celui d'un homme qui n'a pas de temps à perdre avec les divagations du personnel. C'est une bague de famille, un vieil héritage, et alors ? C'est que... Sa voix lui parut lointaine, un murmure chargé d'une certitude incroyable. Ma mère possède la même, l'exacte même.
Un rictus de mépris étira les lèvres d'Arthur. Il la dévisagea pour la première fois. Une simple serveuse, probablement fatiguée, un peu rêveuse. Impossible, mademoiselle, vous vous méprenez. Il n'existe que 2 exemplaires de cette bague. L'une est à mon doigt depuis la mort de mon père, l'autre a été perdue, volée ou détruite il y a près d'1 siècle. C'est une histoire de famille. Je ne me trompe pas, affirma Léa, et la certitude dans sa voix, dépouillée de toute arrogance, le désarçonna. Le faucon pour la vision, le chêne pour les racines. C'est l'emblème des de Valois, n'est-ce pas? Ma grand-mère me racontait l'histoire de sa création. Le mépris d'Arthur se figea, puis se fissura. Le nom. Elle connaissait le nom. En dehors du cercle très fermé de sa famille et de quelques historiens spécialisés, personne ne connaissait la signification de ces armoiries. Intrigué malgré lui, piqué par une curiosité plus forte que son irritation, il la toisa d'un nouveau regard. Il y avait une honnêteté brute dans ses yeux bruns, une absence totale de calcul. « Vous êtes serveuse, dites ?»« Oui. Et ma mère est bibliothécaire à la retraite. Nous ne sommes personne d'importance, si c'est ce que vous vous demandez. Nous n'avons jamais rien demandé, mais nous avons cette bague. » Un silence dense, presque lourd, s'installa entre eux, seulement troublé par le cliquetis de la pluie contre la vitre. Pour la première fois depuis une éternité, Arthur de Valois était confronté à une énigme qui ne pouvait se résoudre par un virement bancaire ou un ordre aboyé à un subalterne. C'était une anomalie dans son univers parfaitement ordonné. « Très bien, dit-il enfin, sa voix plus mesurée, trahissant une fissure dans son armure de certitude. « Je veux voir cette bague. Je veux rencontrer votre mère. » Le lendemain, la berline de luxe d'Arthur, avec son chauffeur silencieux, semblait une apparition incongrue dans une rue modeste du 14e arrondissement. C'était un monde de façades grises, de balcons fleuris et de commerces de proximité. Arthur, mal à l'aise dans son costume impeccable, sentait les regards des passants sur lui. Il monta les 3 étages d'un immeuble propre mais usé par le temps, l'odeur de cire et de pot-au-feu flottant dans l'escalier. Léa l'accueillit sur le seuil. L'appartement était petit mais lumineux, chaleureux, les murs couverts de bibliothèques débordant de livres, des plantes vertes cascadant des étagères. Hélène Martin, sa mère, était assise dans un fauteuil Voltaire usé. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux traits fins et à l'élégance naturelle. Elle avait les mêmes yeux calmes que sa fille, des yeux qui semblaient avoir beaucoup lu et beaucoup compris. En voyant Arthur, elle ne montra ni intimidation ni convoitise, mais une simple curiosité polie. Après les présentations, gauches et formelles, Hélène se leva. Sans plus de préambule, elle se dirigea vers une vieille commode en merisier. D'un tiroir qui grinça doucement, elle sortit un coffret en velours pourpre, élimé au camp, la couleur passée. Elle l'ouvrit et le tendit à Arthur. Le cœur d'Arthur, cet organe qu'il croyait atrocié, manqua un battement. À l'intérieur, sur un lit de soie jaunie par les décennies, reposait une chevalière, identique à la sienne. Même or lourd, même onyx noir, même gravure précise du faucon et du chêne. La patine du temps l'avait légèrement adoucie, lui donnant une chaleur que la sienne, régulièrement polie, n'avait pas. Il la prit dans sa main. Le poids, la sensation du métal froid, c'était irréel. Mon grand-père, Auguste de Valois, était un homme puissant, mais un prisonnier, commença Hélène, sa voix douce tissant une histoire dans le silence de la pièce. Arthur sentit un frisson le parcourir en entendant le nom de son grand-père prononcé avec une telle familiarité. C'était un prisonnier des conventions de son époque, de son nom, de sa fortune. Dans les années 1920, il est tombé éperdument amoureux d'une jeune femme qui n'était pas de son rang, une artiste peintre, Élise, ma grand-mère. Elle était tout ce que sa famille méprisait, libre, passionnée, sans fortune mais riche de son talent. Leur amour était une transgression, un scandale en puissance. La famille de Valois, dirigée par un patriarche inflexible, avait déjà arrangé un mariage pour Auguste, une alliance avec une autre grande famille industrielle pour consolider l'empire.
Hélène marqua une pause, son regard se perdant dans le passé, comme si elle voyait les scènes se dérouler devant elle. Ils se sont vus en secret pendant 2 ans, des rendez-vous dans des ateliers d'artistes à Montmartre, des promenades au bord de la Marne. Auguste était déchiré. Quand la pression familiale est devenue insoutenable, il a dû céder. Il allait épouser la femme qu'on lui destinait. Mais la veille de son mariage, il a retrouvé Élise une dernière fois. Il avait fait faire en grand secret un double exact de sa chevalière, le symbole de sa lignée, et il lui a donné en lui disant « Puisque nous ne pouvons être unis devant les hommes, nous le serons par ce symbole. Mon âme est gravée dans cette pierre. Où que tu ailles, une partie de moi sera avec toi. » Ma grand-mère a quitté Paris. Elle a gardé cette bague toute sa vie, comme sa plus précieuse relique. Elle ne s'est jamais mariée, mais elle n'était pas seule. Elle a eu un enfant de cet amour interdit, mon père. Il n'a jamais porté le nom de Valois, mais il en portait le sang. Le monde d'Arthur, si solidement bâti sur des certitudes de lignage, de légitimité et de supériorité, s'effondra en silence. Ce n'était pas l'histoire d'une bague perdue, c'était l'histoire d'un amour sacrifié, d'une injustice fondamentale, d'une branche cachée de son propre arbre généalogique. Ces 2 femmes, cette serveuse et cette bibliothécaire, n'étaient pas des étrangères. Elles étaient son sang, la fille et l'arrière-petite-fille de l'homme que son grand-père avait réellement aimé. Le choc fut d'une violence inouïe. Pendant des jours, Arthur s'isola dans son hôtel particulier de l'avenue Foch. Les pièces immenses, remplies d'œuvres d'art inestimables, lui parurent soudain vides et froides. Il errait la nuit, un verre de whisky à la main, s'arrêtant devant le portrait d'Auguste de Valois. L'histoire, comme souvent, se termine là où elle a commencé. Le petit café chez Marie existe toujours. Il est devenu un lieu de pèlerinage discret pour ceux qui connaissent cette saga incroyable. Sur le mur, près de la table où Victor s'était assis ce fameux soir de novembre, une simple plaque de laiton a été fixée. Elle dit « Ici, par une nuit de pluie, une rencontre inattendue a réuni ce que l'histoire avait séparé. En mémoire de Victor, Camille, Marie-Claire, Isabelle, Eduardo et des frères Moncler. Que leur héritage nous rappelle que les liens du cœur triomphent du temps et que les plus grandes richesses sont celles que l'on partage. » Camille, devenue présidente de Moncler International et de la Fondation, perpétue les valeurs humanistes de Victor, prouvant qu'un empire peut être guidé par la compassion. Et l'histoire continue, murmurée de génération en génération, un rappel puissant que, parfois, un simple regard sur une vieille bague peut changer le monde. J'espère que cette histoire vous a transporté. Si vous avez été touché par le voyage de Victor et la résilience de la famille Moncler, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement nous aide à continuer de vous raconter des histoires où l'humanité, dans ce qu'elle a de plus complexe et de plus beau, trouve toujours son chemin. Merci de nous avoir écoutés.